Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur News Jardin TV. Nous sommes le 16 octobre et aujourd'hui nous ne sommes pas deux mais trois pour vous faire toute cette émission et vous faire passer un bon moment. Nous serons 1 heure ensemble comme chaque, samedi, oui, puisque c'est le samedi que nous mettons l'émission en ligne, mais c'est chaque semaine, donc vous pouvez le regarder tout au long de la semaine, la regarder ou l'écouter, puisque nous sommes en podcast et avec un système tout à fait exceptionnel, dirigé de main de maître par Monsieur Miguel, qui nous permet d'avoir de la vidéo. Alors je vous disais, nous sommes 3, et bien nous allons commencer, honneur aux dames, par Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Alors elle s'appelle Joël Roubache, c'est une paysagiste et elle fait partie depuis assez peu de l'équipe de News Jardin TV. Vous avez pu voir déjà une vidéo dans laquelle elle vous explique comment on peut aménager des sentiers, des allées et tout ça. Vous allez voir, elle a plein de très 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 bonnes idées. Et puis bien sûr, on a l'incontournable, le monsieur de Vittel, le grand jardinier qui s'appelle Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Patrick, bonjour Joël. Eh bien aujourd'hui nous sommes, je disais donc le 16 octobre, c'est le 289e jour de l'année. Il t'en reste combien? 76 avant le nouvel an. T'as déjà mis le champagne au frais? Ça y est, ça bat 76 jours, oui, ça compte. T'as raison. C'est le 23e jour du signe astrologique de la Balance, le 25e jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain français. Normalement, c'est le jour du bœuf. Alors, comme on fait une émission de jardin, on a dit que pour nous, ça serait le jour du kaki. Alors, ça te dit quelque chose, un peu le kaki, Joël? Moi, j'adore les kakis, notamment les manger à la période de Noël. C'est mon orange à moi, en fait, cette couleur vitaminée qui est assez rare, en fait, parce qu'il faut trouver le kaki sur les étalages qui soit ni trop mûr, ni pas assez. Mais surtout, c'est un fruit que j'affectionne particulièrement au jardin, parce qu'il apporte une touche de couleur à un moment où on en a vraiment besoin. Et la particularité du plaque minier, qui porte le kaki, c'est qu'il fait ses fruits avant de faire ses feuilles. Donc on a un tronc avec des branches très sombres, une écorce très sombre. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il porte ses fruits une fois encore après les feuilles. Parce qu'il ne fait pas les fruits avant, ça serait un peu bizarre quand même. Mais en fait, il va garder sur l'arbre très longtemps ces fruits qui donnent un peu l'idée, peut-être d'ailleurs des pommes d'abondance qu'on avait dans les fêtes de Saturnale. Puis ça prépare Noël, parce qu'on dirait un arbre de Noël presque, hein, sans les feuilles, avec avec les boules. Avec vrai. les tomates, on a tendance à penser qu'il s'agit de tomates. Ce ne sont pas des tomates. Alors je pense que Joël mange plutôt ce qu'on appelle des charognes, qui sont donc les fruits de kaki très gros que l'on consomme plus blé. Alors que le plaque minier d'origine, il faut vraiment attendre que la gelée soit passée dessus pour qu'il soit comestible. Et il est beaucoup moins agréable au goût que ces hybrides qu'on appelle charogne aujourd'hui. T'en manges, toi? Il est astringent. C'est bizarre d'ailleurs, quand la première fois qu'on a dit c'est astringent. En fait, on mord dedans et puis on a l'impression d'avoir soif. C'est un peu bizarre. Oui, ça te prend toute la salive. Oui. Alors, le kaki, tu as bien dit, plaque minier du Japon? Il faut bien le dire. On dit aussi de Chine. On ne sait pas trop s'il vient de Chine ou du Japon. Il vient un petit peu des deux. Et en botanique, c'est Diospyros kaki. Alors, les Diospyros sont importants. Pourquoi? Parce que j'en sais rien, parce que c'est joli. Tu sais. Ah bon, oui, c'est la famille des ébénacées. Et donc, on a l'ébène, le genre de Diospyros. Ah là là. Tiens, on va reposer une question. Que veut dire Diospyros au niveau étymologique? Ah oui, mais là, ça signifie poire des dieux, si tu veux exact. Pourquoi? Parce que Diospi, Eros... Non, pas Diospi. Non, c'est pas ça. Dios, Dieu. Tiens. Et Pyrrhos. Comme Pyrrhus, Pyrrhos, le poirier, c'est ça? Exactement. Oui. Voilà. Là, on a une botaniste alors, au moins. tu vois que c'est facile. Hein? C'est quoi cette histoire? Donc, un genre qui a été créé par Linné en 1753, comme d'habitude. Alors, le kaki, en fait, ça n'a rien à voir avec la couleur, puisqu'on a bien dit, c'est bien orangé comme plante. Donc, c'est l'appellation japonaise de l'arbre qu'on a été reprendre simplement pour lui donner son nom vernaculaire. Et comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop d'où il vient, si en fait il est originaire de Chine, il est arrivé en Europe au XIIe siècle. Ah c'est oui. pas d'hier quand même, mais en France simplement
fin du 18e, 1796, et on ne consommait pas les fruits. Il a fallu attendre la fin de la première guerre de 1870 pour consommer ces fruits. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on en avait Quel peur. dommage. Et il n'est pas évident à planter. Moi, je te hein. dirais, je déteste ça. Ah bon, Ah, non, il faut que je vous c'est donne bon mon pourtant. petit truc. Ah oui, Comme oui, tu le dis, disais dis. tout à l'heure, le kaki se consomme blette. C'est-à-dire qu'il doit vraiment, plus que la pêche encore ou que l'abricot, il doit avoir perdu toute raideur. Et à ce moment-là, tu le manges à la cuillère. Mais il faut vraiment attendre ce moment-là, sinon, comme tu dis, il est astringent. Et moi, tu le gobes quasiment comme un œuf quand il est vraiment très liquide. Ouais, mais alors, j'aime pas cette Ah, la consistance. texture, c'est Ah, la particulier. consistance. Voilà, oui. on dirait Par de contre, la gelée, là. difficile. Ouais. J'en suis à mon 3e, moi. Chaque fois, il crève. Donc, Alors justement, j'arrive pas à écoutez, le messieurs, planter. dames, les conseils de Roland pour la culture du kaki qu'il n'arrive pas à avoir. Je me suis renseigné du coup. Bien sûr. Pourquoi t'es nul comme ça et t'en es à ton 3e? Donc plein soleil déjà, il doit être en plein soleil. Alors donc déjà ça coince en fin de saison parce qu'il faut vraiment du soleil. C'est Roland à Vitel. Ah oui, mais il y a de la lumière, à Non, défaut non, d'avoir c'est du le soleil Groenland. en Non, hiver. c'est le Groenland. Oui, voilà, la froid, regarde, je suis en plein au mois d'octobre avec un pull. Et donc il faut aussi bien l'arroser au départ. Je les ai plantés en période de canicule puisque c'était il y a 2, 3 et 4 ans et Ouais. ça n'a jamais marché, mais parce que peut-être n'arrosais-je pas assez. Alors c'est parce Ça, ça que peut venir de également le kaki se plaît idéalement dans la zone du figuier et de l'olivier, ce Ah qui, ouais. comme tout le monde le sait, est exactement la zone de Vitel, n'est-ce pas Hein Pas encore. Hein. Alors, on a un anniversaire aussi aujourd'hui, le 16 octobre 1820, c'était... John Sanderson, Ouais. un breton, comme son nom l'indique. Non, je crois pas. Hein. Non, c'était un Sud-Africain. Oui. Ah oui. Oui, C'est c'était plus un- logique déjà. Oui, qui est né en Écosse. Ah ouais, donc il a bien voyagé, le bougre. Oui, le bougre. Et en fait, on en parle aujourd'hui pour une raison toute bête, c'est qu'il y a une magnifique plante, mais une sublime plante, qui porte son nom. Le Sandersonia aurantiaca, qu'on appelle aussi la cloche de Noël. Alors la cloche de Noël, parce qu'elle fleurit à Noël dans son pays d'origine, c'est l'été à ce moment-là. Personne ne sait ce qu'est le Sandersonia autour de moi. Et Non. J'ai vu une photo, c'est Donc, très joli. Voilà, c'est Mais- une plante Je qui connais va pas. faire des véritables clochettes, vraiment comme une cloche à vache. Tu sais, un petit Ah peu oui. ronde et puis comme ça, orangée, donc une petite inflorescence. Et la plante, elle est assez légère, elle fait des feuilles un peu allongées. C'est une semi-bulbeuse, on est dans les colchicacées, donc on n'est pas très très loin. Et puis bon, c'est un monsieur Sanderson, il a quand même donné aussi son nom à d'autres plantes que vous connaissez peut-être. Je suis pas sûr. La Perusia sandersoni, Ah oui. Ceropegia sandersoni, Bulbophyllum sandersoni. Tiens, c'est quoi Bulbophyllum sandersoni Bulbophyllum, c'est un bulbe? Non, même pas. C'est une orchidée. Sandersoni, Ah c'est que ouais. c'est Sanderson Voilà, qui l'a mis au exactement. choix. Non, Ah oui. Bulbophyllum, c'est une orchidée. Et puis, donc, les dictons de la semaine, en fait, qui Je me rends compte qu'on est en train de t'aider. Heureusement qu'on est là avec Joël. Alors, les dictons. Au potager, parce que c'est la Saint-Amand, au potager à la Saint-Amand, il n'y a plus grand-chose dans les rangs. Alors ça, c'est toi qui l'as fait, ça. Oui, celle-là, oui, là, ça- c'est nul pour Bravo. être de moi. Merci, J'applaudis. merci, je vous en prie. Et puis, au jour de Saint-Gall, les dernières tomates sont bien pâles. Il y a Donc des ça va. chances, quand même. Hein. Ouais. Ou elles sont encore un peu vertes. Ah, il y a encore une ou deux en serre, mais elles sont plus très belles. Alors officiellement, c'est plutôt la Sainte-Edwige, parce qu'en fait, c'est vrai que le même jour donne souvent beaucoup de noms. Alors moi aussi, j'ai fait un petit dicton. À la Sainte-Edwige, de tous les fruits, supprimons les vestiges. Ah oui, c'est Oh, c'est poétique. Et c'est pas Ah oui, faux. Et puis à la Saint-Gaudéric aussi. Alors à la Saint-Gaudéric, s'enterrent les lombrics. Oui. Bah Donc oui. là, ils s'enterrent. Oui, c'est bien pour un lombric, oui. Non, ils vont hiverner. Ah oui, ils vont descendent un rentrer peu plus bas. en profondeur. Oui. Bah oui, effectivement. Commence à faire frais, surtout à Vitel. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là et on va passer à la rubrique prochaine. Qui est-ce qui sonne? Eh bien, c'est Quentin. Quentin qui a une question concernant le compostage. Quant à l'utilisation des boîtes d'œufs sans encre, précise-t-il, et des cartons bruns débarrassés des morceaux de colle et de scotch pour l'apport de matière carbonée. Bien souvent, ces emballages ont été recyclés et on peut voir de très près quelques résidus d'encre colorée. Pensez-vous, mon cher Patrick, que ces résidus, question de dose, soient dommageables pour l'environnement ou notre santé si nous utilisons ce compost pour nos légumes? Pareil pour les mouchoirs, les sopalins en ouate de cellulose. Enfin, qu'est-ce que je fais, Patrick? On s'en fout. Ça représente epsilon. Par rapport à l'ensemble de la matière que vous allez composter, vous imaginez la quantité d'encre résiduelle
qui restent sur les boîtes à œufs, etc. D'autant plus que de toute façon, aujourd'hui, il y a un effort considérable qui est fait par les imprimeurs pour avoir des encres biodégradables. Franchement, on s'en contrefiche. L'important, c'est d'apporter des matières à la fois organiques et à la fois carbonées pour obtenir un bon rapport carbone-azote quand on fait son compost. Mais c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, n'essayons pas de nous casser la tête. Alors Joël, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces... Moi, je suis très attentive à la qualité des sols, mais pas seulement dans un but utilitaire, aussi pour préserver l'habitat de nos petites bêtes. Parce que il ne faut pas oublier que le sol, c'est à peu près un quart des espèces qui peuplent la planète. Donc pour moi, le sol, quand je vois un sol, je vois pas seulement un substrat pour les plantes, mais je vois aussi un habitat pour les animaux. Qu'il s'agisse des petits insectes, des vers de terre que tu mentionnais tout à l'heure, des taupes qui ne sont pas forcément l'ami du jardinier. Mais moi, le sol, pour moi, c'est avant tout un habitat qu'il faut préserver. Surtout tous ceux qu'on ne voit pas. Tous ceux qu'on ne voit pas. Parce qu'ils sont plus importants encore que les taupes, etc. C'était les champignons, les bactéries. Voilà, tous les micro-organismes qui, eux, vont en permanence travailler le sol. Alors toi, tu es très, très, très branché sol aussi. Hein. Oui, et compost, mais pour la question de Quentin, c'est vrai que tu l'as dit, c'est une question de quantité. On va déjà mettre des matières humides, et on en met souvent beaucoup. On va remettre des couches de matières sèches. Alors, il n'y a pas que le carton, et donc même s'il y a un peu d'encre, il y a aussi du branchage. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a très peu de carton, et puis quand il y en a, bon, allez, c'est pas l'encre. Et d'autant que maintenant, on a des encres vertes, entre guillemets, donc qui vont limiter aussi l'impact sur le sol. Donc, c'est pas la bouteille à l'encre, et ça suffira pour cette question. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Nous allons mettre notre salopette parce que nous allons parler mécanique. C'est tout à fait adapté à Joël, bien évidemment. On a choisi. Bon, d'ailleurs, il y a Bien des femmes sûr. en mécanique qui sont extrêmement douées, certainement même plus que moi. Non, l'important, c'est quoi? Actuellement, on arrête la tonte. Bon, peut-être pas encore exactement ce week-end, mais globalement, on est sur la fin de la croissance des végétaux. Donc, vous faites votre dernière tonte, et puis après, il va falloir penser à bien remiser ou hiverner la tondeuse. Et ça, pour cela, il y a quand même des éléments à suivre. Attention, là, je parle essentiellement des tondeuses à moteur thermique, c'est-à-dire des moteurs à essence, parce que les tondeuses électriques, qu'elles soient à batterie ou qu'elles soient filaires, à part le nettoyage, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu tondes, toi ? Moi, je tonds très peu. En général, j'avoue que je propose à mon jardinier de s'en charger pour moi. Et tu mets des gazons dans ton jardin ? Il y a beaucoup de gazons dans ceux mon que tu jardin. crées ? Dans ceux que je crée aussi, parce que le gazon est encore à multiples usages et surtout, je reviens à mon amour des sols, c'est une bonne façon de proposer à mes clients un sol qui soit perméable, là où parfois ils pensent à des revêtements. Donc j'essaye, autant que faire se peut, de mettre du gazon plutôt que des revêtements sur les endroits qui ne sont pas excessivement piétinés, mais qui le sont tout de même. Oui, ou ceux où il n'y a pas les voitures qui passent, quoi, par exemple. Et là où il y a des voitures, je mets aussi des dalles alvéolées. Des dalles alvéolées. Mais le gazon, il souffre quand même. Il souffre, mais je préfère ça plutôt que d'imperméabiliser avec un béton désactivé. Alors toi, tu es un amateur quand même de gazon, parce que toi, tout ton jardin est sillonné de petites allées, un peu comme vient de dire d'ailleurs Joël, avec du gazon, qui est pas si mal d'ailleurs, bien que ça soit pas que du vrai gazon. Alors, c'est pas du gazon. Gazon, si on entend gazon, mélange de graminées, c'est pas le cas du tout. Nous, c'est en vrac. Il y a de la mousse, il y a des pissenlits, il y a du trèfle, et on s'en porte très bien parce que, comme ça, quand les périodes sont un peu sèches, eh bien, le trèfle reste plus longtemps vert. C'est des espaces verts. Et voilà, il reste vert. Et donc, ça fait un peu de tonte quand même. Il faut une tondeuse, soit thermique, soit électrique. J'ai regardé pour acheter une tondeuse électrique parce que c'est quand même l'avenir. C'est bien, on n'a pas démonté l'épaule pour démarrer à batterie. Oui, je vais investir plus tard, mais j'y viendrai parce que c'est vrai que le thermique, comme on va le voir, ça demande quelques contraintes. Si vous vous intéressez au modèle à batterie, il ne faut pas le voir dans l'acception d'un seul outil. Parce que là, effectivement, la rentabilité, elle n'y est pas tellement. En revanche, tous les systèmes que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont une batterie pour plein d'outils. Donc dès qu'on commence à avoir 2, 3, 4 outils, eh bien, le prix descend énormément. Parce que ce qui coûte souvent assez cher, c'est la batterie et son chargeur. Donc ça, c'est vrai qu'on nous a fait la remarque, parce qu'on a fait quand même pas mal d'essais de machines à batterie sur News Journal TV. J'en dis, c'est trop cher. Mais regardez, si vous avez une débroussailleuse, un taille-haie, un souffleur, une tronçonneuse et une tondeuse, là, ça devient très, très, très intéressant. Alors, avant d'aborder vraiment l'histoire de l'hivernage, quand même, au niveau de la tonte, qu'est-ce que l'on fait au niveau de la dernière tonte ?
La dernière tonte, on va se mettre en position la plus haute possible. On tond haut pour laisser les brins ne pas trop s'écraser pour l'hiver. Moi, j'ai l'habitude de tondre assez haut. Pourquoi ? Parce que l'herbe pousse mieux et puis c'est plus sympa. La mousse prend un petit peu moins lorsqu'on tond assez haut. Je suis aussi de l'avis de Roland pour une autre raison, c'est qu'on fréquente moins le jardin en hiver. Et comme chacun sait, la plante, elle s'abîme à force des tontes. Donc si on a l'opportunité de laisser respirer un petit peu la plante, il n'est pas désagréable de la laisser un peu plus haute. C'est moins agréable au pied, mais on le foule peu en hiver. Alors j'ai vu un truc, je vous le livre, parce que ça, franchement, je ne savais pas trop, puis j'y crois pas vraiment. On me dit que lorsque l'herbe devient trop lourde sous le poids de la pluie, de la neige ou du gel, les brins vont s'agglutiner et offrir un environnement fertile pour l'apparition des maladies fongiques. Donc il ne faudrait pas tondre trop haut non plus. Ah bon ? Bon, écoute, j'ai pas vu de petits champignons dans mon gazon, mais je vais y veiller. Moi, je vous dis des choses qui traînent comme ça. Maintenant, on passe... La tondeuse. Alors le nettoyage d'abord. Quand on voit arriver les tondeuses, on se dit mais les gars, vous n'avez pas le moyen de nettoyer un petit coup de jet d'eau sur le carter, un petit peu gratter parce que le gazon est très acide et donc quand on a des carters comme nous avions en tôle par exemple, eh bien ça pourrit très vite. Donc là le nettoyage, ça c'est la première chose et c'est le plus important pour l'ensemble de la machine. Il y a le bac à herbe aussi, il ne faut pas l'oublier parce que ça s'agglutine un petit peu. Quand ça durcit, ça obstrue les trous et contrairement à ce qu'on imagine, il faut que le sac à herbe soit aéré parce que sinon ça se remplit pas. Et on va lubrifier quand même tout ce qu'on appelle les pièces mobiles. Ça, il faut lubrifier les roues, les machines qui tombent en ruine parce qu'on a oublié des trucs essentiels du genre de mettre un tout petit peu d'huile dans tout ce qui est articulation, dans tout ce qui tourne. Et ça, quand même, c'est rien à faire. Alors après, moi, je suis quand même partant pour plutôt apporter sa tondeuse chez le marchand réparateur qui va vous la remettre en état. Chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Voilà. Oui, je confirme. Alors, parce que, bon, je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous serez tous capables de le faire. Il y a la vidange de l'huile moteur, ça c'est très très important. Vous n'allez pas laisser de la vieille huile à l'intérieur. Bon, en général, pour ceux qui s'intéressent, on met du 10 W30. On va changer le filtre à air. Alors, si c'est un filtre à air en mousse, on n'est pas obligé de le changer. On peut le tremper dans de l'eau savonneuse, bien nettoyer, etc. Mais si c'est un filtre en papier, il vaut mieux le changer. Après, n'oubliez pas une chose, j'ai oublié de le dire, c'est que dès qu'on intervient sur une tondeuse à moteur essence, on enlève la bougie pour éviter éventuellement, ça n'arrive pas souvent heureusement, mais un démarrage intempestif. Idem quand vous avez du matériel à batterie. On enlève la batterie et puis après on peut travailler dedans. La bougie, ça vaut le coup de la changer une fois par an. Ou alors de la décalaminer. Oui, mais la changer, c'est encore mieux parce que comme la vidange, c'est toutes les 50 heures normalement, donc ça correspond aux tontes que nous avons fait dans le jardin. Et la bougie, c'est pareil, c'est mieux de la changer. Et la dernière chose, et ça c'est peut-être la plus importante, c'est surtout de ne pas laisser de carburant stocké à l'intérieur du réservoir. Pourquoi donc ? Eh bien parce que le carburant, si on n'a pas ajouté un additif, ton carburant dure 15 jours. Alors évidemment, et les conditions climatiques que nous avons pour garder le bidon, eh bien soit on met ça dans le fond du jardin, donc ça pèle ou il fait trop chaud, enfin peu importe, et donc il y a un genre de gomme qui se forme et qui va obstruer le carburateur, et là tu démarres pas au printemps. Donc là c'est très important l'essence, il y a beaucoup de pannes qui viennent de la qualité de l'essence. Et on conseille souvent, une fois qu'on a enlevé la bougie, de mettre une cuillère à café d'huile à l'intérieur du cylindre, de manière aussi à éviter la calamine. Comme ça, c'est quelque chose de très, très bien. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors, nous sommes dans la partie des actualités, des nouveautés. Qu'as-tu à nous raconter, mon cher Roland ? Est-ce que j'ai une nouveauté ? Eh bien, oui, j'ai... Il a une nouveauté. J'ai l'automne tropical, c'est une nouvelle exposition végétale. Il y a eu un engouement pour 1001 orchidées, qui a rassemblé 30 000 visiteurs chaque année. Ça a été un vrai succès. Sauf que tu dis pas où, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle, à Paris. C'était la ligne suivante, j'allais le dire. Mais tu l'as dit, c'est trop tard. Donc... bah oui, mais parce que on se dit où ça s'est passé, ce truc-là. C'est le teasing. Il y a le teasing. Mais c'est où Eh bien, justement, oui, ça aura lieu pendant les vacances de la Toussaint, donc du 15 octobre au 15 novembre. Et là, on va parler des plantes épiphytes, donc vous voyez, les plantes qui poussent sur les arbres, c'est ça Patrick, tu me corriges si je dis une bêtise. Bah, pas forcément sur les arbres. Oui, ça pousse en l'air. Voilà, ça pousse accroché sur un support.
Oui, c'est vrai. J'ai vu un joli vanda pendu après Oui, chez nous, un érable, qui est très joli. Donc on est bien là dans les plantes épiphytes qui sont suspendues. Non, mais Et en dans- Martinique et en Guadeloupe, quand tu regardes les fils électriques, Oui, c'est t'as vrai. les tillandsias Les qui se tillandsias. baladent comme ça, donc ils sont pas forcément sur les arbres. Et Les au filles. magnifique jardin de botanique des orchidées à Singapour, j'ai vu aussi les orchidées pousser sur des structures métalliques sous forme de Ouais. sculpture. C'était absolument superbe. Et là, donc, il y aura 500 plantes exposées qui seront sur des supports métalliques ou non, des arbres, etc. On aura un parcours et il y aura même les stars d'Instagram parce qu'on va pouvoir Instagrammer tout ça lorsqu'on ira sur place. Sympa. Et moi, je vais vous parler rapidement aussi d'une autre manifestation. Enfin, si on veut, c'est un jardin tout vert qui a été créé au Grand Trianon. Alors, il est déjà ouvert depuis le mois d'août, je pense, mais il est encore disponible jusqu'au 29 octobre. Et en fait, c'est un jardin qui s'est voulu être un peu l'expression de la neutralité. Ah oui, parce que le vert dans un jardin, c'est comme le blanc Couleur en neutre. peinture. Mm. Et donc, d'avoir quelque chose de plus discret. T'aimes bien le vert, toi, dans les jardins? Oui, j'aime bien, comme on peut voir ma tenue. Et je Ah me bah, posais la question, quand tu parlais tout vert, ça veut dire que c'est un jardin de persistant qui va rester Non, comme non, ça toute la non. saison? Non, c'est non, juste ils ont l'habitude la de faire des tonalité jardins verte. qui restent simplement tout l'été. Mais il y a à la fois des plantes aromatiques comme le basilic, le persil, le romarin, etc. Et puis des fleurs vertes. Oui. Des fleurs, des zinnias verts, des rudbeckias verts, Ah oui. enfin pas des rudbeckias, des echinacea verts, etc. Oui, oui, c'est tout intéressant. Et il est tout vert depuis août. Eh bien, restez tout vert et bien vert en dégustant un café pendant que nous passons nos publicités. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Dring, 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 ça sonne. Cédric nous demande quoi, mon cher Roland? Eh bien, vous parlez très souvent de sol drainant. Je connais le terme drainant, je le comprends en pot, mais en pleine terre. Comment le savoir et comment rendre cette terre drainante le cas échéant? Eh ben, c'est Joël qui va nous faire du drainage. Elle aime bien les sols. Alors, comment savoir si votre terre est drainante? Moi, je fais très vulgairement le test du boudin. Donc le test du boudin, je prends effectivement de la terre en main et pour savoir si la composition est davantage limoneuse, argileuse ou sableuse, puisque c'est le sable qui va créer la fonction drainante dans le sol, j'en fais un petit boudin, comme quand on était petit et qu'on faisait des boudins en pâte à modeler, et je vois si le boudin tient. Donc il ne doit pas coller outrageusement comme la pâte à modeler, mais il ne doit pas non plus s'effriter. Si on est dans cette zone-là, moi j'estime que le terrain est propre, il n'est pas particulièrement drainant et il est propre à la culture. La culture. Après, ça dépendra. Si j'ai besoin d'un terrain drainant, dans ce cas-là, je vais faire un amendement en sable sur, ça dépend des plantes que Mais je vais grossier, mettre. il ne faut pas que le sable soit trop fin. Oui. Ça se colmate. Sinon, ça se colmate et ça fait, en fait, ça rend à nouveau un sol compacté dans lequel l'eau va stagner. Donc, ce sol drainant, on l'obtient en ajoutant du sable ou mon petit dada en important des vers de terre. Ah oui. Alors moi, j'aime bien aussi mettre un peu de pouzzolane. C'est aussi une technique. La pouzzolane, c'est simplement de la lave volcanique. Alors, si vous avez un terrain calcaire, c'est pas mal parce que c'est acide plutôt, donc ça va rééquilibrer aussi. Tu fais quelque chose, non, c'est pas très drainant chez toi. Eh bien, alors, dans le fond, pas du tout, non, parce qu'en fait, on a un jardin qui est légèrement en pente. Donc, évidemment, quand j'ai besoin de planter des artichauts, par exemple, c'est plutôt vers le haut. Oui. Et dans le bas, on sait qu'on patauge dans l'eau pendant l'hiver. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on va planter. Mais on peut planter aussi en butte. Hein, c'est ce qu'ils font dans le Midi Oui. pour les oliviers. Et là, on est sûr que l'eau va descendre et va drainer. Donc, plantation en butte, quand on a une plante fragile, c'est bien. Et donc, si par malheur vous achetez un terrain marécageux ou un terrain qui est souvent complètement mis en eau, il y a des systèmes de drains. Enfin, alors là, c'est un boulot de dingue parce qu'il faut faire des tranchées, on met des tuyaux. Ce ne sont pas les uns emboîtés dans les autres. Ils sont des morceaux les uns à côté des autres. Et puis, on a un collecteur au fond pour récupérer tout ça. Ça se fait de moins en moins. Et puis, on va heureusement. planter du saule. Comme ça, on sera tranquille. Il y a tellement de types de Pour saules. éponger les sols. Bah oui. Pour éponger les sols. Et on évitera les bulbes et autres plantes qui ne supportent que les terrains drainants aussi. On peut aussi adapter sa palette Ah oui. végétale. T'as raison, il faut toujours adapter
les plantes. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors là, nous allons certainement aborder un sujet qui soit vous dites ça n'a aucun intérêt, ou plutôt que je vous invite à écouter très très attentivement, parce que je pense que c'est une voie d'avenir pour la décoration de nos jardins. Et je vais donner la parole à Joël tout de suite pour ça. On va parler des conifères. Les grands conifères qu'on voyait dans les années 60-70 dans les jardins qui étaient encore un peu grands à cette époque-là, ça a totalement disparu, on va dire, quasiment des gammes de nos pépiniéristes. En revanche, il y a quand même toute une collection de ces petits conifères géniaux. Je dis géniaux, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont une structure, ils ont des couleurs, ils demandent pas grand-chose, souvent ils sont très compacts. Donc pour des jardins urbains, c'est formidable. Alors c'est sûr que le conifère s'est fait mauvaise réputation à cause d'un usage extensif dans les jardins des années 70-80. Des tuyas ? Les conifères en Non, général. ah oui, non mais je pense que ça vient des tuyas, c'est à cause des tuyas. Sur les haies de tuyas. Alors ça c'est plus récent. Moi j'ai encore des clients aujourd'hui qui me demandent des haies de tuyas. Non pas par amour du tuya, mais parce qu'il n'y a pas 1001 plantes qui va monter à 3-4 mètres de haut en un temps raisonnable. Et c'est vrai que là-dessus, le tuya, qui est une catastrophe écologique, certes, mais qui est quand même irremplaçable pour cet usage-là. Donc, le goût des clients avec lesquels je travaille se porte encore sur les tuyas. Je parlais plus, moi, des compositions végétales et de la façon dont on peut utiliser les conifères de nos jours. Moi, ce qui m'intéresse dans le conifère, c'est qu'il en existe 1001 formes, 1001 couleurs. Et ça, c'est quand même une grande chance. Je pense que ce qu'il faut éviter, qu'on pratiquait outrageusement autrefois, c'était les compositions de conifères qui sont beaucoup trop sèches et qui ne laissent pas passer le vent et à qui manque une certaine forme de poésie. Et puis aussi, on est sur du persistant, donc le décor est immuable sur toute l'année. Moi, j'utilise les conifères en appoint pour créer, comme vous dites, une structure au milieu d'une composition de plantes caduques, par exemple. Et donc, je vais utiliser des formes tiges plus boules, je vais utiliser des formes boules, je vais utiliser des formes plus fastigiées en forme de fusée. Je vais utiliser beaucoup les pores étalés. Parce que notamment, quand tu as des talus à habiller et que tu dis, moi je veux de l'arbuste et je veux pas d'entretien, surtout dans un talus parce que c'est pénible, là, ça va fonctionner très très bien. On met une base de conifères étalés et puis on ajoute dessus des fleurs, des caducs, tout type de plantes, mais en quantité un quart à peu près, donc ce qui limite énormément l'entretien. Voilà, c'est un des gros points forts quand même des conifères, à part, les conifères bleus, ils ont une sensibilité aux araignées rouges qu'il faut se méfier dans les années qui sont très très chaudes et très secs. Mais en revanche, c'est une plante, surtout quand ils sont petits, il n'y a strictement rien à lui faire. Et ça correspond bien à l'envie de beaucoup de nos contemporains. Il y a juste un truc à faire, c'est réussir la plantation. Dans les règles de l'art, ça ne demande pas arroser la première année et c'est tout. Et tu as raison, après c'est fini, quoi. Contrairement à un pommier, un poirier où il faut tailler, entretenir, etc., où on peut avoir des maladies. Là, tu l'as résumé, finalement, les maladies, c'est les araignées rouges. Et encore, on bassine bien le feuillage pour les faire passer et c'est fini. Alors une chose aussi, quand même, sol drainant, on a parlé du drainage avant, les conifères, ça n'aime pas être dans de l'eau stagnante, dans des endroits qui sont trop humides. Alors, on va essayer d'avoir quand même une petite idée d'une panoplie de conifères qui pourrait vous plaire. Alors, on va dire quand même pour des jardins de taille moyenne. On va oublier les séquoias géants, les abies concolores, toutes ces choses-là. Alors, Roland, un ou deux conifères déjà. Un ou deux, et puis t'oublies pour les plantes en pot aussi, parce qu'aujourd'hui on a des terrasses. On y viendra après. Allez, on y vient après. Parce qu'il y a des mini-mini... Il y en a un pour lequel je craquais parce qu'il a été éduqué dans le conifère, puisque je l'ai rangé et tout, ça me plaisait comme un fou quand j'étais gamin. Et les Elwoody Gold. Ouais. Alors on connaît l'Elwoody, qui est très classique, et l'Elwoody Gold est beaucoup plus compact. Alors il est fastigié, c'est comme tu l'as dit, en forme de fusée. Il est doré, et puis il est très compact, et puis il n'a pas une croissance vertigineuse, donc beaucoup moins que l'Elwoody traditionnel, qui lui est bleu. Alors il est doré qu'au printemps. Attention. Il redevient un peu vert glauque en hiver. C'est pas toujours extravagant. Je l'ai mis en pot, là, celui-là. Camesiparis obtusa nana gracilis. Je redis. Camesiparis, donc faut s'y prêt. Obtusa nana gracilis. Donc c'est une plante qui est bizarroïde parce que on a l'impression qu'elle est déjà taillée. Oui, c'est vrai. Alors ça pousse pas vite. Ça fait en fait des
des morceaux de tiges avec des feuilles plates. Et ça s'articule un petit peu comme ça. Ça vous fait une sculpture végétale naturelle. C'est pas immense, mais ça peut quand même atteindre 3 mètres. Hein. Ah, en Parce pleine que- terre. C'est pas rien. Non, même en pot. Parce que ça pas 3 mètres en 5 ans, c'est 3 mètres en 20 ans, mais ça pousse quand même pas mal. Et attention d'ailleurs à ça. Quand vous regardez quelques catalogues, on vous dit conifères nains de rocaille. Et là-dedans, vous allez avoir du genre Camesiparis, Elwood. Bah, l'Elwoody, Elwoody. par exemple. C'est un truc, ça fait 4 à 5 mètres. On joue pour la rocaille, quoi. Juniperus, Media, Pfitzeriana aurea. On vous dit, c'est un petit truc. Ça fait 5 mètres de diamètre. Bon, c'est pas haut. Ok, ça va à 2 mètres. Mais non, attention, au bout d'un moment, petit conifère risque de devenir grand. On en parlera tout à l'heure sur des plus petits. Toi, ton coup de cœur? Moi, j'aime bien le petit conifère qui s'appelle Pierrick Bergeon. Ah, Péribagéon, c'est un... Vraiment. Ce petit pinus, je l'aime bien parce qu'il a un port naturellement en boule. Ouais. Et il m'arrive même de l'utiliser quand les clients me demandent du buis. Tailler boule. Comme je fais la chasse au buis pour des raisons que vous connaissez tous Ouais. de Piral, je trouve que c'est une alternative intéressante. Son feuillage est très sombre, donc ça me plaît beaucoup pour mettre à côté des fleurs ou des feuillages plus légers. Et je trouve qu'il y a un effet de contraste saisissant et il garde une taille contenue et ne nécessite pas d'entretien. Oui, Et alors il ça- est très compact aussi. Moi, hein. je trouve, Ouais. C'est ça. je trouve qu'il a un côté un peu artificiel. Ça fait un peu bizarre comme plante. On n'a pas l'impression qu'il est vrai. Ah bah, pas parce qu'il pire est que sur le tige. buis qui est taillé. Oui. hein. Oui. Oui, parce qu'il reste en Quand les boule, lui. taupières- On n'a il pas reste besoin- en boule. Ah, hein. oui. C'est une fausse Ah. taupière. Je Ok, défends ok, mon ok, pinus. ok. Je m'incline. Picea pingens prostata. Prostata, donc ça veut dire Picea punges prostata. Ah oui, Prostrata. c'est le petit. Je préfère le nidiformis. Le Picea Picea abies abies nidiformis. Je préfère parce que Mais ça se ressemble pas. non, parce que l'autre il est plus étalé encore, Oui, c'est ça. oui. Ouais. Mais il est bleu. Celui-là, il est vraiment bleu. Oui. Elwood, Oui, c'est vrai que Elwoody, Nidiformis que je n'est pas- disais tout ouais. à l'heure, il est bleu glauque. Celui-là, il est vraiment, vraiment bleu. Alors, c'est l'épinette du Colorado. Le défaut que ça a, c'est hyper piquant. Picea pingens, waouh! Les extrémités des aiguilles, c'est vraiment des aiguilles, quoi. Donc, moi, je suis pas un fanat des plantes piquantes. Après, dans les cryptomérias, Cryptomeria japanica elegans, c'est le grand là qui est joli. Alors lui il pique pas, lui on peut mettre Non, les mains dedans, justement, là, il il est est facile léger, à planter. ouais. Il est léger, il est un peu volubile et je l'aime bien mais il pousse haut quand même là. C'est pas un conifère nain lui non, parce pour que l'occasion. au Japon, son pays d'origine, ça fait 30 mètres de haut. Ah oui. Bon, chez nous, c'est rarement au-dessus Non. de 7 mètres. Hein, c'est Ouais. quand même... Mais non, le défaut de Cryptomeria japonica, c'est qu'à l'automne, il est tout marron. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez planté cette année un Cryptomeria et que tout d'un coup, vous le voyez devenir marron, c'est pas qu'il est en train de crever, c'est qu'il prend sa teinte normale de l'hiver. Donc ça, c'est important comme conseil parce que souvent, on se dit, tiens, ma plante, elle est foutue, on va l'arracher. Puis C'est pas le Rengold qui est un peu comme ça, le Thuya Rengold qui change de couleur, qui a 3 couleurs. Il y a beaucoup de tuyas nains qui sont dorés au printemps, verts en été, et puis on va dire grisâtres en hiver. Les genévriers, ça t'intéresse? Ah, moi, il y a un genévrier que j'aime beaucoup, le Juniperus sentinelle, Oui. qui a une couleur bleutée et que j'utilise parce qu'il y a beaucoup de clients qui souhaitent des jardins blancs. Et dans les jardins blancs, je trouve que ça se marie très bien avec les feuillages bleutés. Il a une forme oblong comme ça, il n'est pas très grand, il mesure 2 mètres. Un des sujets souvent dans les jardins que je conçois, c'est de trouver des végétaux qui aient de l'allure sans pour autant monter à 5, 10, 15 mètres, hein, parce que souvent l'espace ne le permet pas. Et donc celui-là, j'avoue que j'ai un petit faible. Un petit faible. Alors moi aussi, j'ai un petit faible pour Picea glauca conica. Ah, puis c'est Alors, on un l'appelle grand classique. Alberciana, hein, souvent. Alors celui-là, il a une forme pyramidale, mais vraiment naturelle. Tu vois, c'est comme un buis en cône. Ah, c'est mais il n'y a pas parfait. besoin de le tailler, celui-là. Sauf que c'est, je pense, un des conifères les plus sensibles aux araignées rouges que je connaisse. Franchement, dès qu'il fait un petit peu chaud, lui, vous avez intérêt à le doucher très, très, très sérieusement. Je voulais quand même qu'on parle des tout petits. Qu'est-ce que tu aurais comme petit dans ta... En tout petit, en collection, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, j'ai le Squamata Blue Star, qui est tout petit. Ça fait un genre de boule. Alors lui, il pique. Hein, par Ouais, contre. c'est ce que j'allais dire, c'est très piquant. Ah oui, c'est très piquant. Mais c'est pas ouais. une boule, c'est un peu dans, Oui, c'est un peu dans tous les sens. C'est une boule mal foutue, C'est un genévrier, hein, c'est Ouais, Juniperus mais c'est- squamata blue star qui est très dense Oh, aussi, c'est vrai. assez compacte. et Pinus mugo mops. Ah les oui, tout petits, oui. beaucoup de succès On valide. celui-là. Tu peux Ouais, y c'est aller. un petit pain. Alors ça, c'est Ah très, oui. très bien parce que c'est un petit pain de montagne.
et qui est totalement rustique et très costaud à tout. Et lui, alors, il pousse vraiment très très Bon, lentement. pas si joli que le Pierrick Bréjon, mais quand même très bien. Ah, va y avoir battle. Non mais c'est un faillot, c'est épouvantable. Ah bah attends, chacun se débrouille. Hein. Non, le Mops, on peut l'aimer parce qu'il a un vert un peu plus vif, un peu plus gai Ouais. que le Pierrick Bréjon qui est Et en étalé, effectivement un peu sombre. un truc que vous connaissez peut-être pas, Microbiota decussata. Ah, fais-moi découvrir, moi je ne connais pas du tout. Et c'est Bah, c'est celui le sur cyprès de lequel Russie. on marche dessus, non? C'est pas celui-là? D'une manière générale, aucun n'aime bien qu'on lui marche dessus. Non, mais Celui-là, t'es tellement petit. il fait 30 cm de haut maxi. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Et ça s'étale complètement. C'est comme un cyprès, vraiment jusqu'à 5 mètres comme ça étalé. Donc c'est vraiment très très bien aussi sur un talus, tout simplement. Une question de Lulu. Oh Lulu! Lulu qui nous dit, peut-on bouturer à tout moment de l'année? À quel moment faut-il transplanter? Enfin, quelle est la vitesse de pousse d'un arbuste comme le thuya? Ah bah on va On y laisser revient. Joël Voilà. répondre sur le tuya. On a une Sur le experte. thuya. Spécialiste du tuya. Je suis la seule en France à continuer à acheter du thuya. Le thuya, faut compter 40, 50 cm par an dans sa phase de grande croissance. Les inconvénients du thuya, je suis bien obligée de faire un laïus là-dessus pour détourner nos auditeurs de cette plante qui est très utile grâce à ce que je viens d'énoncer, 40-50 cm par an, mais qui néanmoins nécessite d'être taillé pour avoir un petit peu de caractère. Donc du travail à prévoir pour vous, messieurs, dames. Deuxièmement, qui est généralement planté en monospécifique. Il y en a un qui est malade, pof, toute la haie tombe malade. Et toc. Pour continuer, ce n'est pas un caduc, donc on n'y niche pas, on ne se nourrit pas de ses feuilles qui tomberaient puisqu'il n'a pas de feuilles qui tombent. Il ne nourrit pas le sol de ses aiguilles qui l'acidifient et rien ne pousse au pied du thuya. Voilà, je crois que je l'ai dézingué. Ah, mais il est bien vendu pour la meilleure acheteuse de thuya de France. Oui, mais c'est pas forcément un inconvénient. C'est pas faux. Voilà. C'est pas forcément un Un inconvénient. peu de nuance. Parce que si on regarde effectivement sur le plan purement écologique, ce sont des inconvénients. Si on regarde sur le plan pratique, ce sont des gros avantages. Et c'est ça qui a fait le succès du thuya. C'est-à-dire que globalement, la plante, on la met puis on est tranquille, quoi. On la taille une fois par an en plus. Et contrairement par exemple aux conifères à aiguilles, c'est vrai que ça tombe pas par terre. Ce sont des écailles qui sont toutes plates et ça tient le coup. Le défaut, c'est qu'il y a quand même une petite bébête qui s'appelle le bupreste qui vous fait dépérir vos tuyas très rapidement, donc ils deviennent tout marrons. Et contrairement à ce qui se dit souvent, ce ne sont pas des phytophthora. Les phytophthora se développent rarement sur les racines des tuyas en pleine terre. Mais le bupreste, lui, est vraiment très embêtant. Et on ne peut pas le soigner parce qu'il est tout simplement à l'intérieur de notre plante. Alors la question du départ, Oui. c'était peut-on... Mais ce n'est pas ça. mais c'était la deuxième Oui. partie de la question. Oui, c'est vrai. Mais le début de la question, c'est peut-on bouturer à tout moment de l'année? Alors presque à tout moment, si on regarde bien, parce qu'en mai-juin, on va faire des boutures herbacées. En mi-août, fin septembre, on va faire des boutures semi-ligneuses pour les persistants, par exemple. Alors octobre à janvier, donc à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'était bien pour exprimer la bouture, c'était pas pour exprimer la plantation. Donc voilà, il y a là. Et puis on peut encore faire des boutures de racines pendant l'hiver. On peut bouturer les plantes d'intérieur. Oui, si on se débrouille bien, on devrait pouvoir bouturer toute l'année. Et effectivement, ça dépend ce que vous bouturez, tout simplement. Bon, c'est vrai que les arbustes caducs, c'est plus facile de les faire à bois sec quand on peut. Bon, par exemple, si vous avez des saules, des peupliers, même les hortensias, ça pousse relativement bien à bois sec. L'érosion, on peut y arriver aussi. Sinon, ce qui est persistant, on va le faire. Bon, maintenant, c'est un tout petit peu tard. On fait ça entre le 15 août et fin septembre. On fait donc des boutures soit simples, soit à talons. Quand on fait les conifères, on fait des boutures à talons. Et puis, c'est vrai, les plantes d'intérieur, c'est toute l'année. Toute l'année, vous faites ça comme vous avez envie. Et à quel moment faut-il transplanter? On va transplanter. Alors, ça dépend ce que vous appelez transplanter. Normalement, transplanter, c'est arracher une plante et la mettre ailleurs. On va le faire à partir de maintenant. L'idée, c'est quand les feuilles des arbres sont par terre. C'est ça. Donc, dans la période de repos de végétation, là, vous pouvez faire ce genre de très gros travaux. Et comme ça m'a énormément fatigué, eh bien nous allons prendre un tout petit peu de repos avec un peu de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1.
la nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Comme vous vous êtes bien reposé, nous allons pouvoir passer au boulot et au travail de cette semaine dans le jardin avec Monsieur Roland Motte, Vitel, le jardin au naturel. Que fais-tu ? La tondeuse déjà. La tondeuse, je m'en occupe et comme tu l'as On vient dit... d'en parler. Oui, c'est vrai, mais attends, c'est pas parce qu'on en a parlé qu'il faut pas le faire. Donc là, je vais l'emmener très vite chez le réparateur, il va se débrouiller une fois qu'elle sera nettoyée. Récolte des courges. Tu les récoltes et qu'est-ce que t'en fais ? Ah ben on en fait plein de choses. D'abord, on les garde Non, à l'abri, c'est ça. au sec, Alors, voilà. le temps de les transformer. On va en mettre une partie au congélateur parce que ça va se garder. Et puis de la soupe. qu'est-ce Oui, qu'on non, mais fait il faut que ça encore soit au noir pour le garder longtemps. Non, pas forcément. Nous, on les met carrément sur la terrasse. On est arrivé, on a calculé, tu vois, on en a mis une comme ça pour voir combien de temps elle tenait sans avoir de pourriture, etc. à l'extérieur, mais à l'abri et surélevée. On arrive à plus de 3 mois. Ah oui, Tu quand vois, même. donc, alors je sais pas si c'est un record, hein, j'en sais rien, mais voilà, on arrive Mais à par 3 exemple, ça mois. vaut pas le coup de les congeler. Ah, on en a congelé quelques-unes. Il faut un gros congélateur. Oui, il faut un gros congélateur, mais nous sommes équipés, mademoiselle. Je vous Surtout en prie. pour Ouais. ce qu'on avait dit la semaine dernière, je crois, c'était les records de course. Celui Ah oui, qui non, fait, là, une tonne. Une tonne, c'est pas Pas très gros congélateur. Un camion frigorifique. Donc on finit la récolte des courges et puis on va arracher tout ce qui traîne parce qu'il y a les feuilles évidemment, il y a le pied qui traîne avec les racines qui sont profondes. Donc là on va tout virer et installer ça au Alors qu'est-ce qu'on compost. fait justement de toute cette végétation pourrissoire ? Alors beaucoup pourrissoir, oui. On a 4 composteurs d'une Ouais. part, donc on fait tourner. Alors celui-là on essaye d'y être attentif. Enfin, quand tu fais même tourner, à- il tourne pas. C'est-à-dire que tu mets les débris dans différents composteurs Oui, petit à c'est petit. ça, oui, non, tu parce as qu'il raison de existe des préciser. composteurs rotatifs. Oui, c'est vrai, et on va pédaler pour que on Il puisse pédale, retourner. tiens, Ouais. C'était un drôle de vélo, toi, chez toi. Et on a comme un fond de jardin avec beaucoup de fruitiers. Donc là, on va utiliser ce coin-là aussi pour mettre des déchets végétaux. D'abord, ça m'évite de tondre parce qu'on met ça sur le sol. Et puis, ça rapporte une nourriture. C'est mon pourrissoir, mais un pourrissoir étalé. Un Voilà. pourrissoir étalé qui est une concentration de toutes les maladies du monde, mais ça, peu importe, c'est écologique, vous le savez. Alors après, tu fais des boutures d'arbustes, c'est un petit peu tard. Je les quand mets dans même. le compost. oui. Si groseillier peut-être. Si, on peut encore y aller. Les boutures d'arbustes, oui, parce que les arbustes à feuillage caduc, là, on peut commencer à couper. Roland récolte jamais. Il cultive, mais il récolte pas, il vous en parle jamais. Donc en ce moment, on récolte quand même les crônes, les topinambours, t'en fais pas Si, topinambour, on en a, mais c'est T'en as tellement de partout. travail. Oui, on a limité la Mais place. les crônes, c'est encore pire, hein, parce que les crônes, tu récoltes des trucs grands comme ça, il faut les frotter, enfin bon, c'est tout un bazar. Mais en tous les cas, faites ça avant qu'il y ait les premières gelées. On récolte les dernières pommes, les coins. Attention, les coins, il ne faut pas les secouer, les laisser tomber par terre. L'épiderme est très très fragile. On va récolter les kiwis avant aussi qu'ils gèlent. C'est bien le moment. Et mais on va attendre pour les kakis dont on a parlé tout à l'heure. Et puis les nèfles, mais À je pense Noël. que plus personne maintenant ne mange des nèfles. Oh, oui. Du moins des nèfles d'Allemagne. Et on récolte aussi les noix, les châtaignes, les poires d'hiver, les dernières tomates. Oh, c'est fini. Ça. Wow, alors là, on serre. Alors On serre, vraiment. Voilà. Et puis bon, on peut commencer à tailler les framboisiers remontants, hein, puisque la récolte maintenant est terminée. Donc c'est simple, là, vous allez couper tout ce qu'il y avait produit, et puis ça va repartir du bas. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Tailler les noyers, bon, on ne taille pas tellement les noyers, c'est juste pour la structure. Et puis vous allez terminer quand même la plantation des persistants, parce qu'on va bientôt arriver à la période de la plantation des caducs, qu'adore notre ami Joël. Monsieur Roland, est-ce que tu surfes sur quoi Je suis Nathalie. allé- oui. Nathalie. Nathalie, oui, c'est une blogueuse. Elle a un compte sur Instagram. Alors, il y a 1200 abonnés. Donc, maintenant, je vais vous donner les nombres d'abonnés. Comme ça donnera l'ampleur des dégâts. Plus de 500 photos. Donc, c'est joli. Nathalie, eh bien, elle a un compte qui s'appelle « Il était un petit jardin ». Et jardin, faudrait l'écrire D''AIN, puisque ça se trouve dans l'Ain. Dans l'Ain, ouais. Et donc, elle nous fait vivre son jardin. Elle est près de Mâcon. C'est une
folle dingue de nature. Elle s'annonce comme une folle dingue de nature. Elle a des gros plants de fleurs qui sont somptueux, qui sont très jolis. J'aime beaucoup ces photos. Et puis, il y a les noms des variétés pour s'y retrouver chaque fois. Ça, c'est assez rare parce que d'habitude, sur Instagram, tu vois des belles photos. Tu sais jamais ce que c'est. Et ben moi, le premier, je mets des photos, puis je mets pas le nom. Donc, c'est dommage. Mesdames, messieurs, on va le huer. Et là, donc, Nathalie, par contre, elle nous met le nom et on sait chaque fois s'y retrouver. Donc, ce petit compte Instagram, il est très bien. C'est « Il était un petit jardin ». Merci. Alors moi, je publie pas sur Instagram, mais quand on publie, même sur Facebook, je me mets toujours la légende. Ouais, mais t'es un puriste, toi. Mais non, mais c'est pas un puriste, c'est-à-dire que c'est de l'information à transmettre aux gens. Tu mets une belle image, la première chose, tu te dis, où ça a été fait. Bah oui, c'est ce qu'on a envie de voir. Bon. Moi, je vous parlais de 2 livres. Il y en a un que je donnerai à mon ami Joël après. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, on va commencer par Plantes sauvages médicinales, donc 50 plantes essentielles, c'est chez Ulmer. C'est un livre d'origine allemande. C'est pas le meilleur livre sur les plantes médicinales, mais c'est pas mal illustré. C'est intéressant parce qu'il prend des plantes sauvages que tout le monde connaît, mais c'est encore un petit peu dans la même tradition que consommer les plantes, etc. Moi, je me méfie quand même énormément de ça parce qu'il y a toujours des dangers. Alors, il vous le dit quand même, mais il vous met plein de recettes. Alors, la consoude que tu aimes bien, par exemple, il y a des choses. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce livre-là, vous voyez, c'est quand même la qualité des images avec les détails. Là, il y a des légendes, n'est-ce pas? Pour Voilà, un livre, des choses sur les j'espère. pissenlits, etc. Donc, un livre qui coûte 19,90 chez Ulmer, plantes sauvages médicinales. Et celui-ci que je vais offrir après à Joël s'appelle Un jardin où il fait bon vivre. Et en tant que paysagiste, je pense que c'est ce que tu aimes bien faire quand même. Ah, ben oui. Moi, tu m'as pas demandé ce que je fais en automne au jardin. Non? Ben, moi, je fais rien, je regarde. Je regarde parce que c'est la saison des anémones, c'est la saison des astères, Oui. c'est la saison des feuillages. Donc, je reste assis sur mon transat et je regarde. Eh ben c'est bien, voilà. Donc ce jardin où il fait bon vivre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un endroit, on va vous expliquer quand même comment concevoir les choses, mais tiens, voilà, quelque chose de très paysagiste. Par exemple, maîtriser le pouvoir de la couleur. C'est quand même un thème qui devrait t'intéresser, ça. Ah, c'est le thème central de mes jardins, la couleur. Carrément. Ouais. Donc voilà, c'est un livre qui a été pas du tout conçu en France. C'est un collectif étranger, mais qui a été bien traduit. Et puis bon, la mise en page est plutôt sympathique. C'est aux éditions First et ça coûte 24,95. Et pour toi, ça sera gratuit. Je suis gâtée. Aéris. Aéris, c'est le nom de la personne qui nous interroge aujourd'hui. Ah, mais Aéris 2FF en plus. Ah oui, 2FF. Vous avez des fréquentations bizarres, les Oui, garçons. tout à Bah fait. oui, bah, on C'est même pas change d'où ça vient, Ouais. tout ça. Mais en tous les cas, c'était une question qui a été posée sur le site de News Journal TV. Et ces fraisiers deviennent rouges et fans. Et je ne sais pas pourquoi, et j'attends une réponse rapidement. Non, ça c'est moi qui rajoute. Marcelina fragraria. Voilà, c'est très rapide. Donc, alors c'est une petite maladie qui Oui. fait que les feuilles sont un petit peu rouges, c'est pas dramatique. On appelle ça la maladie des taches pourpres. Il y en a plein d'ailleurs dans ton jardin, ils sont tous Oui. comme ça. Oui, Ça mais leur enfin, fait pas grand-chose en fait de mal. C'est un peu spectaculaire. Bon, c'est un champignon qui est assez proche de la tache noire des rosiers. D'ailleurs, vous savez que les fraisiers et les rosiers, c'est des cousins. Ils font partie de la même famille. Rosacée. Des rosacées, Oui. exactement. Donc une petite maladie cryptogamique qui vient surtout les années comme cette année, donc très humide, voilà, où on a eu en permanence de l'eau, etc. Sur les productions professionnelles, ça pose des problèmes. Mais sur nous, au niveau du jardin d'amateurs, on s'en fiche. En revanche, ce qu'on fera, c'est quand même ramasser très sérieusement toutes ces feuilles qui sont abîmées. C'est pas la peine de propager les maladies. Donc, moi, je les mets pas au pourrissoir. On va les mettre à la poubelle ou aux déchets verts, si vous avez la possibilité d'éliminer les déchets verts. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est lorsque vous avez cette maladie qui se propage de façon importante, ça peut toucher les fruits. Donc à ce moment-là, vous allez avoir les sépales, vous savez, la petite couronne de feuilles vertes sous le fruit, qui vont être tout rouges, là aussi, tout marron, tout desséché. Donc c'est moche et ça aide pas la maturité du fruit. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très grave. D'ailleurs, ça me permet de vous donner un petit conseil. Quand vous voyez un symptôme, il faut d'abord se poser la question de la gravité. C'est la même chose que quand nous, on est malade. Je veux dire, vous ne filez pas aux urgences chaque fois que vous avez un bouton sur le nez. Donc ça aussi, c'est peut-être une des meilleures démarches qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu penses, toi, tout ça, par rapport aux soins des plantes et tout ?
Moi, je suis très vigilante à regarder les évolutions de maladies. J'avoue que je regarde très exactement ce qui se passe et je suis prête à perdre quelques plantes rien que pour le plaisir de la curiosité satisfaite de savoir quelle est cette maladie, quelles sont les différentes étapes de la maladie. Et Mais ça, comment c'est une se démarche déroule. professionnelle, ça. Peut-être. Oui, quand même. Parce que la plupart des gens, maladie, On coupe. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors nous allons parler de choses qui est tout à fait de saison. Alors ça commence généralement simplement à peu près maintenant, et puis ça dépend des années. La coloration naturelle des feuilles en automne, on va dire le changement de couleur. Pourquoi ? Comment ? C'est assez mystérieux. Ça. Tout d'un coup, on se dit, qu'est-ce qui a déclenché ça ? Pourquoi tout d'un coup les feuilles qui étaient vertes, elles sont plus vertes ? Est-ce que ça sert à la plante ou pas ? Et pourquoi il y en a qui changent de couleur et d'autres pas ? Donc on pouvait se poser un petit peu toutes ces questions-là. Est-ce que tu as quelques idées sur la chose ? Ah, j'ai quelques souvenirs de mes cours de collège qui se vérifient chaque année dans les rues et dans les jardins. À savoir que ce qui provoque, c'est la chute des températures, ainsi que l'ensoleillement, la durée du jour qui diminue, et qui informe la plante que c'est le moment d'entrer dans une période d'hibernation, de dormance pour la saison. Et à cette alerte-là, il y a une première réaction, c'est la chlorophylle, qui va quitter les feuilles pour se rétracter par la sève vers les racines et abandonner ainsi les feuilles qui perdent leur rôle de photosynthèse au fur et à mesure que les jours passent jusqu'à disparaître complètement de l'arbre. Alors, on peut quand même dire que c'est exceptionnel, que c'est beau à voir. Déjà ça m'embêterait même sans savoir à quoi ça sert, mais qu'est-ce que c'est beau sur un liquide en barre, par exemple, Voilà. c'est exceptionnel. Mais ça dépend des années. Parce que Joël l'a bien exprimé, il faut 2 facteurs. Alors, il y en a un que vous avez de toute façon systématiquement, c'est la réduction de la longueur du jour. Ça, Ouais. c'est tous les ans qu'il fasse beau ou pas beau, mais c'est surtout aussi, il faut qu'il y ait un moment d'arrêt de végétation. Il faut qu'il y ait un coup de froid. C'est pour ça que les plus belles couleurs d'automne, elles sont au Canada. Il y a des couleurs qui sont absolument flamboyantes parce qu'il fait à la fois froid, on va dire, à un moment, et puis tout d'un coup, il se remet à faire beau, il y a le soleil qui est là, et donc, comment ça fonctionne ? Eh bien justement, parce que vous avez dans les plantes des molécules qui s'appellent des phytochromes, qui sont en fait des protéines chromatiques, qui sont sensibles au rayonnement lumineux et surtout le rouge. Et ces photorécepteurs vont déclencher le processus de vieillissement de la feuille. Parce qu'on pouvait se poser la question, pourquoi là et pas Oui. autrement ? Eh bien justement, c'est cet élément écologique, on va dire, qui va générer la réaction chimique. Donc là, Donc totalement lié à la lumière. essentiellement lié à la lumière. Et d'ailleurs, on le voit très bien, les années où il grisaille, le temps n'est pas vraiment bien marqué, les couleurs, elles peuvent être simplement brunâtres. Alors quand elles sont brunâtres, c'est essentiellement des tanins qui viennent décomposer, qui viennent oxyder la plante. Alors, Joël vous l'a bien aussi mis en scène, au moment où ces températures réduisent et où donc le phytochrome agit, la chlorophylle, qui est quoi ? C'est un pigment, tout simplement, et certaines autres, protéines peu importe, sont dégradées par l'éthylène. L'éthylène qui est produit par les vieilles cellules. Quand une pomme, par exemple, est en train de faner, eh bien, elle dégage de l'éthylène. Et là, c'est ce qui se passe aussi. Et donc, à ce moment-là, le vert, qui était le pigment dominant de la feuille, comme il disparaît, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, les autres pigments qui étaient masqués par la chlorophylle et qui sont... Alors, ça peut être des xanthophiles, c'est-à-dire jaunes, ça peut être des caroténoïdes, c'est-à-dire orange, Ah oui. et puis des anthocyanes qui sont rouges. Et donc, rouge ou pourpre. Et on a donc, voilà, cette apparition de couleurs. Mais, on pourrait se dire, à quoi ça sert tout ça ? Ah oui, parce que ça va tomber, c'est dommage. Oui, mais pourquoi est-ce que la feuille fait ça ? Vous avez une idée de ça ? Pourquoi la feuille meurt, c'est ça là, ta Alors question ? pourquoi justement la disparition de ces pigments ? Non, je ne sais pas. Eh bien, tout simplement parce que il y a à l'intérieur de tout ça des sucres qui vont migrer vers les racines. L'idée, c'est de prendre toute la substance que contenait la feuille pour pouvoir
s'accumuler au niveau racinaire et permettre à l'arbre d'avoir un peu de réserve pendant la mauvaise saison. Et la Donc, feuille n'a plus rien à manger du coup. c'est La l'inverse. pauvre. Là, elle s'en fiche puisqu'elle est en train de mourir. Donc la feuille qui meurt, elle va transformer tout l'amidon qu'elle avait dans ces fameux sucres que l'arbre va emmagasiner. Et lorsque le froid va arriver, eh bien le sucre va être à la disposition de la plante et les feuilles qui sont tombées, elles sont tombées. On n'en a plus besoin. Donc voilà, cette dégradation en fait de la chlorophylle, qui d'ailleurs quand vous regardez bien, prenons Parosia persica par exemple. Vous voyez un peu cet arbre Oui. Parosia. Eh bien, il peut à l'automne avoir toutes les couleurs à la fois. Parce que la dégradation de la chlorophylle, elle ne se fait pas de façon linéaire. Ça commence généralement sur le pourtour de la feuille, donc on commence à voir moins de vert, mais il y en a encore un petit peu là, le rouge qui apparaît, et puis tout d'un coup le jaune, et du coup la feuille, elle est sublime. Alors, bien sûr, on pourrait se poser la question, pourquoi il y en a d'autres qui ne le font pas ? Ça, j'ai pas la réponse. Ah oui, C'est-à-dire parce qu'il y en a qui passent du vert à tomber. Hein. Alors, il y en a qui tombent vertes, Ouais. il y en a qui tombent marron, alors ça, je vous ai expliqué, c'est les tanins, et il y en a... qui change même pas de couleur, voilà, ça reste comme ça. Non, mais c'est vrai, donc ça dépend peut-être de la physiologie de l'arbre. Certainement, certains ont besoin plus de sucre que d'autres. Ce qu'on voit aussi, c'est vrai que c'est souvent quand même les arbres qui ont des sèves très fluides et des bois tendres, comme les érables par exemple, qui ont les plus belles couleurs. Les peupliers aussi, les liquides en barre, on ne va pas avoir ça sur les chênes, les ormes, les hêtres, tout ça, ça devient plutôt marron. C'est fluide, c'est quand on les coupe, ça coule tout de suite au printemps. Voilà, c'est ça. c'est une sève qui coule rapidement. Donc, vous l'avez expliqué, hein, la dégradation de la chlorophylle, ça entraîne complètement l'arrêt de la photosynthèse, et donc la feuille étant devenue inutile, alors qu'est-ce qui se passe ? Elle ne tombe pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Puis vire son sucre, la pauvre, elle n'a plus rien, elle tombe, quoi. De désespoir, je pense. C'est plus subtil que ça. Il faut en fait que la plante sécrète un bouchon pour qu'il n'y ait plus de sève du tout qui arrive à l'alimentation de la feuille. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une zone d'abscission, c'est-à-dire ça va tomber, se casser naturellement. À ras du bouchon. Et ça, c'est important, parce que sur la protection des arbres fruitiers notamment, on essaye de faire par exemple une bouillie bordelaise au moment du tout début du jaunissement ou de la décoloration des feuilles. Pourquoi ? Justement pour que ce bouchon ne se forme pas et que ça soit au contraire la bouillie bordelaise qui vienne s'appliquer sur la zone d'abscission pour empêcher éventuellement les spores de champignons de pénétrer dans les tout petits tuyaux, enfin les vaisseaux des rameaux. Et donc ça aussi c'est quelque chose à la fois donc, qui est présenté de façon pratique, mais qui existe au niveau aussi de la plante elle-même, parce que à un moment donné, elle va tout simplement réagir. Alors, dernière chose, que sont les plantes marcescentes ? Ah oui, marcescent, c'est comme le charme, tiens, ou Oui. le hêtre. Alors, les plantes marcescentes, ce sont des plantes qui vont suivre ce processus de dégradation des feuilles, donc qui vont changer de couleur, généralement qui finissent brunâtres, mais qui restent accrochées à l'arbre pendant toute la saison, sauf un grand coup de vent qui parfois les fait tomber. Voilà. Et en fait, elles sont remplacées au printemps. Il y en a peut-être qui trouvent ça joli. Moi j'aime bien, c'est joli sur une haie de charme, là, tu gardes c'est ces marron, feuilles. c'est un peu triste quand même. C'est l'hiver, on s'en fout, de toute façon, tout est triste en hiver. Tout est triste en hiver. Écoutez, ça sera le mot de la fin, c'est bien dit. Tout est triste en hiver. Nous ne sommes pas encore en hiver. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Alors Joël, on peut te retrouver où si on a envie de profiter de tes talents de paysagiste ? Alors, on peut aller voir le site internet roubachetlatelier.com. Ça va s'écrire. ROUBACHE l'atelier.com, ou alors aller sur Instagram, Joël Roubache l'atelier. Ah, donc il y a aussi... Je vais y aller. Il va y aller très très rapidement. Roland, tu es en forme, on te Oui. trouve encore partout, tu as publié quelques Instagram également. Oui, bien Dans sûr, la semaine, comme obligé. d'habitude. Obligé. Bon, j'embrasse les jardinières, j'avais oublié dans les semaines précédentes, oui, voilà, parce que je vous embrasse toujours, de toute façon, les jardinières, ma petite jardinière, ma petite perle. On avait Miguel à la technique avec toutes les caméras qui vous ont permis d'avoir cette bonne émission en vidéo, et il y avait Stéphane à la technique pour vous faire un son magnifique. On vous dit à la semaine prochaine et Bienvenue au jardin.
Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.